Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, mon petit slide de présentation, Yvonique a déjà à peu près tout dit. Donc, Mathieu Luc, je travaille chez Zenica, plus précisément dans l'agence web Aya. Et vous pouvez me retrouver sur Sweep, sur GitHub et Twitter. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de Vanilla.js, donc le fameux logo du site Vanilla.js. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Vanilla.js, c'est du JavaScript sans aucun framework, vraiment directement dans le navigateur. Mais comme je suis un petit peu joueur, j'ai voulu faire la version 2018, la version qui ne marche que depuis cette année, avec plein de choses rigolotes. Alors je voulais commencer le talk avec une petite précision. C'est qu'il y a quelques fans de Vanilla.js dans l'univers JavaScript qui n'aiment pas aucun framework. C'est pas du tout mon cas. Je suis plutôt pro-framework d'une façon générale. J'utilise du React, du Vue à longueur de temps. Donc c'est vraiment pas ma démarche de dire qu'il faut absolument faire du Vanilla.js. Et l'autre petite remarque que je voulais faire en préparant le talk, c'est que j'ai utilisé beaucoup trop de photos et qu'il faudra faire avec. Alors pourquoi j'ai fait une chose pareille, de faire du Vanilla.js? Alors la mauvaise raison, c'est pour mettre ça en prod. Je vous déconseille de mettre ça en prod. Moi-même, en développant le projet, le truc c'est arrêter de fonctionner une fois ou deux, juste parce qu'un navigateur s'était dit qu'il allait livrer une mise à jour du jour au lendemain, et mon truc c'est d'arrêter de fonctionner. Donc c'est pas hyper bon signe pour mettre en prod, c'était vraiment pas l'objectif. Pourquoi je l'ai fait? Plutôt pour me marrer, pour me lancer, pour essayer, parce que c'était rigolo. Et aussi, accessoirement, pour retrouver le Nord aussi. Parce qu'au bout de plusieurs années de framework JavaScript, on se dit, au final, je ne sais même plus comment ça marche vraiment en dessous. Et j'ai envie de redécouvrir ça, j'ai envie de redécouvrir comment ça marche. Et d'une certaine façon, j'ai envie de redécouvrir la magie que les frameworks me proposent au quotidien. Je me calme après un peu avec les images. Donc pour mon petit projet que j'ai voulu créer, je me suis dit, si vraiment je veux faire du Vanilla.js, il me faut des règles que je ne vais pas transgresser, sinon c'est tricher. Alors j'ai fait comme le Fight Club, j'ai fait des règles. Donc la première règle de mon projet, c'est je n'ai pas le droit à la moindre ligne de code source externe au projet. C'est dur dans le monde actuel avec NPM, plusieurs centaines de millions de librairies. C'est dur de se dire, ne serait-ce que pour parser mon petit truc là, comment ça se code, est-ce que je sais le coder moi-même, etc. Mais c'est le cas, il n'y a pas une seule ligne de code externe. Ça, c'est le côté joueur. Je vais bourrer de nouvelles API. L'idée, c'est pas de faire un vieux site jQuery à maman avec un query selector à la place. Le but, c'est d'y aller à fond, quoi. Donc, des nouvelles normes. Celle-là, c'est celle qui est arrivée en dernier. Il faut que ça marche dans 2 navigateurs. J'ai découvert que faire fonctionner dans un navigateur, c'est pas si difficile que ça. Faire fonctionner le même code dans 2 navigateurs, ça a été plus compliqué. Et c'est aussi un petit peu la règle qui me préserve de faire quelque chose qui est propriétaire à un navigateur. Le but, c'est quand même de travailler ce qui va sortir sur le web, quelque chose qui est commun à tout le monde, et non pas juste à la vision d'un seul navigateur. Allô, merci. Puis mon slide sur la politique, j'ai un peu menti, comme c'est marqué sur le graphe. C'est pas vraiment Vanilla.js, c'est plus précisément Vanilla Web. Ma volonté, c'était un petit peu d'explorer toutes les normes qui vont améliorer nos sites web aujourd'hui, et pas seulement l'univers du JavaScript précisément. D'ailleurs, vous verrez que le sujet sur le JavaScript, finalement, il passe assez vite. Alors, l'architecture de tout ça. Donc ça, c'est simplement pour vous donner un petit aperçu de tout ce que je vais détailler pendant la présentation. Donc ça, c'est l'architecture que j'aurais fait d'habitude. Donc là, j'ai choisi React, j'aurais pu faire une autre chose. Le sujet du talk, c'est vraiment pas de dire qu'un framework est meilleur que l'autre.
Simplement, par défaut, je serais parti sur une stack avec du tooling, les outils de base Webpack et Babel, et des frameworks, par exemple React et Redux. Donc ça, c'est ce que j'aurais fait d'habitude, et j'aurais fini mon projet au bout de 2 jours. Sauf que voilà, il a fallu que je sois joueur. Donc tooling, donc Babel, on est d'accord, on ne l'utilise pas, on fait du vrai JS. Webpack, le bundling, les modules JS, on va essayer de voir ce que HTTP2 peut nous proposer pour le remplacer. React, les composants, j'aime bien les composants quand même, j'ai vraiment pas envie de pas faire de composants du tout, donc je vais aller voir ce que les web components peuvent proposer. Et tout le reste autour des web components, autour des composants, je vais le faire à la main. Et puis après, il y a le sujet prétexte. Dans ce genre de cas, vous savez ce que vous voulez faire comme technologie, mais il faut un sujet prétexte. Donc moi, personnellement, les to-do MVC, je ne peux plus les voir en peinture. Donc j'ai trouvé un sujet plus intéressant pour faire des applications prétextes, c'est 2048. Parce que 2048, c'est quand même cool, c'est un jeu, on peut jouer avec. Le seul défaut, c'est que de temps en temps, on perd 5 minutes à vraiment commencer à faire une partie et perdre du temps. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais encore faut-il que ça marche. Donc je vais passer en revue un certain nombre de technos que j'ai utilisés dans le projet. La première étant HTTP2. Alors, vous verrez que pour chacune des technos, je suis allé quand même un petit peu faire de la théorie sur quel est l'organisme de normalisation et comment c'est arrivé là. Donc HTTP2, c'est normalisé par l'IETF, Internet Engineering Task Force, j'ai révisé. C'est l'organisme de normalisation du réseau. Ils sont connus principalement pour TCP/IP, donc HTTP2, ça vient de là. Ça a été réalisé, finalisé en 2015. Donc, dans l'univers du web, c'est vieux. Donc, en très très rapide, l'historique d'HTTP2. On avait HTTP1 depuis un certain nombre d'années maintenant. Google trouvait que ce n'était pas assez rapide. Il a fait son protocole qui s'appelle Speedy. Et HTTP2 est, dans les très très grandes lignes, la normalisation officielle de ce que Google a proposé dans Speedy. Alors, toujours un peu sur la théorie d'HTTP2 et pourquoi ça m'intéresse. En HTTP1, pour faire afficher une page de façon très schématique, on requête le document HTML avec une connexion TCP. Le document HTML fait référence à des ressources externes qu'il faut charger aussi, et on va faire une connexion HTTP sur chacune des ressources dont on a besoin. Pourquoi HTTP2 une des principales fonctionnalités intéressantes d'HTTP2, c'est de dire je maintiens ma connexion TCP/IP et je peux, dans la même connexion, télécharger toutes mes ressources. Et rien qu'avec ça, ça va vraiment beaucoup plus vite. Évidemment, pour mon petit projet, ça ne me suffisait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la techno-hype. Et la techno-hype, c'est de dire que HTTP2, il y a une fonctionnalité de push dans la spec. Donc, c'est pouvoir dire que quand un serveur reçoit une requête sur un index.html, il peut décréter de son propre chef qu'il a envie de pusher d'autres ressources. Et ça, c'est vraiment bien, parce qu'on n'a pas toute la latence réseau d'attendre que le navigateur il parse l'index.html, il se rende compte qu'il a besoin de ressources et qu'il les demande. On peut lui envoyer directement. Donc je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Oui, pour la plupart des technos que je présente, je vous montre un petit peu aussi les compatibilités. Donc on commence avec du soft, avec HTTP2, qui est déjà relativement tout à fait utilisable, et d'ailleurs c'est déjà pas mal utilisé sur Internet. Donc pourquoi ce push m'intéressait tant ? C'est parce que, alors je sais pas, moi dans mon petit univers de développeur web, j'ai souvent entendu ça. Certains disent que Webpack servira plus à rien une fois qu'on aura le push. L'idée c'est de dire si on n'a plus besoin de faire cet échange, de découvrir quels sont
les prochains fichiers à télécharger, on n'aura plus besoin de faire un gros fichier bundlé, on pourra tout pusher et ça va marcher. Je dis, bon, après, oui, c'est vrai que ça a l'air bien, mais bon, HTTP2, il est en prod depuis 2015 et Webpack, il ne se porte que mieux depuis quelques années. Donc, comment ça marche et est-ce que je vais vraiment réussir à virer mon Webpack avec HTTP2 ? Alors, le logo Node pour dire que j'ai implémenté ça avec Node, la raison principale étant de dire que je ne sais pas faire autre chose que du JavaScript. On troll toujours pour ceux qui utilisent Node de dire que c'est la raison. Là, c'était la vraie raison, donc je l'avoue. HTTP2 dans Node, c'est stable. Alors j'étais un peu vexé quand j'ai fait ce slide parce que mon objectif en faisant ce slide, c'est de vous montrer un slide tout rouge avec marqué expérimental, ça va vous péter dans les doigts et tout, parce que c'est un peu ce que j'ai vécu. Et ils l'ont passé en stable le mois dernier. Voilà. Donc maintenant c'est vert. C'est marqué 10.10 et je vous assure que la 10.10 elle n'est pas vieille. Alors, on commence à regarder du code. Donc il y avait un peu beaucoup de code sur ce slide, mais avec cette taille d'écran, ça va plutôt bien. Donc concentrez-vous sur le milieu pour le moment. L'idée c'est de dire, j'ai ma méthode findPushFile, alors je ne sais pas si je peux pointer, elle est là, qui est un petit peu ma méthode de reconnaissance des ressources à pusher dans le document qui a été demandé. Et donc on verra un petit peu plus tard cette fonction. Donc une fois que je sais ce que je veux pusher, je les push un par un, boum, 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 vers le client. Et à la fin, je lui donne le fichier qu'il a demandé. Grosso modo, c'était tout ce qu'il y a à faire. Le contour, le if, c'est pour dire que j'ai été extrémiste. Le problème du HTTP2 push, c'est que si vous ratez votre push, le navigateur il va fallback immédiatement sur le fait de requêter chacun des fichiers qu'il n'a pas. Et du coup, ça devenait pénible parce que même quand ça marchait pas, ça marchait. C'est-à-dire que le push marchait pas et puis ça marchait quand même et puis j'étais pas content. Du coup, je suis devenu extrémiste et je lui ai dit si tu me demandes autre chose que la page d'accueil, je suis pas d'accord parce que c'est soit du push, soit rien. Voilà. Ah non, mais il faut être joueur dans ce genre de projet, sinon ça sert à rien. Et ensuite, bien évidemment, je ne suis pas un ayatollah, je ne me suis pas amusé à lire les specs d'HTTP2. Donc il faut se documenter un peu. Si vous faites des choses un petit peu hype dans les normes du web, tôt ou tard, vous finissez sur ce blog. Jake Archibald, une bonne référence, un très très bon blog. Et il a justement blogué sur le push et pour dire que ce n'était pas facile. Et effectivement, ce n'était pas tous les jours facile. Principalement pour cette raison-là. Donc le but, ce n'est pas que vous compreniez parfaitement ce schéma, ce n'est pas le sujet. C'est simplement pour dire que le push, il fonctionne avec un système de cache. En fait, ce que vous pushez, le navigateur le met en cache. Et il ne l'utilise pas tout de suite. Le navigateur, il fonctionne comme avant, comme d'habitude. Simplement, quand il aura besoin d'une ressource, il va regarder dans ce cache, et s'il est dans le cache, il n'aura plus besoin de la télécharger. Le problème, c'est que des caches dans le navigateur, à l'écran, il y en a 5, je crois. Et un cache peut en cacher un autre, etc. etc. Et parfois, s'en sortir dans tous les niveaux de cache et savoir ce qui est dans quel cache dans le navigateur, c'est loin d'être évident. Et les DevTools trouvent leurs limites quand il s'agit de savoir qu'est-ce qui est caché à quel moment. En tâtonnant, on finit par y arriver. Et donc ça, c'est mon 2048. C'est un spoiler, il y a 2048 en haut. Avec les DevTools. Donc c'est un peu petit, mais c'est simplement pour vous montrer que les 20 premiers fichiers, là, vous voyez que la toute petite barre bleue à gauche, c'est pour dire qu'ils ont été téléchargés tout de suite. Ils ont été téléchargés immédiatement, en même temps que la ressource, la page globale. Par contre, votre navigateur il fonctionne après pareil qu'avant, c'est-à-dire qu'il va les consommer au fur et à mesure du rendu de la page quand il en aura besoin. Donc votre waterfall est toujours là, sauf que la partie téléchargement, elle est en amont. Ça, c'est pour prévenir que c'est la petite partie de code qui n'est pas belle. Le findPushFile, par contre, comment décréter que dans un fichier, il y a une ressource qu'il va falloir pusher en amont,
Et j'avais pas du tout envie de le faire à la main et de le faire en statique, donc j'ai fait un script. Et c'est pas évident, il faut trouver dans des fichiers HTML quels sont les scripts JS et les feuilles de style CSS qui sont importées. Dans un fichier JS, il faut savoir quel autre fichier JS est importé, etc. Donc j'ai fait une belle fonction récursive des familles avec des regex partout, c'est discutable. Dans le contexte de ce projet, ça a suffi. Alors les slides café, il y en a plein, c'est pour dire ce que j'en ai conclu, ce que j'en ai retiré. Donc ce find push file, c'est une vraie question, c'est comment résoudre efficacement et dynamiquement ce qu'il y a à pusher côté serveur. À ma connaissance, on pourra me détromper, mais à ma connaissance, il n'y a pas de serveur HTTP aujourd'hui qui sait correctement analyser le contenu qui est du document pour pusher tous les fichiers automatiquement grâce à HTTP 2. Il n'y a pas de serveur que j'ai trouvé qui le fait nativement. Puis il y a une vraie question au niveau de la minification et de la compression. Donc la minification, on pourrait imaginer de le faire à la volée, encore que jamais de la vie je l'aurais implémenté à la main, donc tant pis. J'aurais pu toujours virer les espaces, mais après ça, c'est à peu près tout. Et la compression, alors le gzip c'est très facile à faire, par contre je savais que ça serait relativement peine perdue, vu que je sais que le gzip il marche bien quand j'ai un gros fichier. Plus mon fichier est gros, plus le zippé va être utile. Là, je lui transfère mes vraies sources sans compilation, c'est-à-dire plein de micro-fichiers qui font 50 lignes, et le gzip, ça va juste pas bien marcher. Conclusion, les gens utilisent Webpack, quoi. Mais pas moi. Alors, sujet suivant, le JS. Vous êtes venu voir du JS. Alors, comme les autres, je passe par la normalisation. Donc la normalisation du JS, c'est l'ECMA, donc ça a été décrit dans d'autres talks à la conférence, je n'y reviens pas plus que ça. Juste la petite anecdote qui me fait marrer, c'est que l'ECMA est un organisme suisse qui n'a pas grand-chose à voir avec le web, et que ça leur est tombé dessus. Et plus précisément, dans l'ECMA, c'est le TC39 qui est en charge de la normalisation du JavaScript. Je ne reviens pas sur... si je reviens un petit peu sur toute l'histoire. Alors très rapidement, l'histoire du JavaScript est un peu compliquée. C'est un langage qui a plus de 20 ans déjà. C'est quand même un âge relativement noble. Au début, ça poussait bien. On a eu ES1, ES2, ES3 à peu près sur une fois par an. Donc c'était plutôt pas mal. C'était il y a longtemps. C'était avant les années 2000. Puis après, il y a eu un drame. Il y a eu 10 ans, il ne s'est rien passé. Ils ont essayé de faire un ES4 qui a planté, qu'ils n'ont jamais release, qu'on ne verra jamais. ES4 n'existe pas. En 2009, ils sortent un ES5 qui ne change pas vraiment la face du monde. Il faut attendre ES 2015, il faut donc attendre 2015 pour que le TC39 se réorganise complètement, qu'ils se disent que il y a tous les navigateurs qui ont évolué entre-temps, le web n'a plus rien à voir et qu'il faudra peut-être qu'on ait un langage sérieux. Donc ils ont complètement transformé leur façon de travailler. Et maintenant, on a des vraies évolutions. ES 2015 a été révolutionnaire sur les évolutions du langage. Et maintenant, en plus, on a un process qui le met à jour tous les ans. Donc on est déjà à ES 2018. Alors, le support des navigateurs pour ES 2015. Il est beau ce slide, hein. Donc, si vous téléchargez les slides, vous verrez qu'il y a les liens un petit peu dans toutes les ressources que j'utilise. Donc là, c'est pareil. Donc, il est très pénible à lire, ce tableau, et je ne vous demande pas spécialement de le lire, mais c'est le tableau de référence absolu sur les compatibilités navigateurs sur ES 2015. Et grosso modo, tous les navigateurs à jour, c'est la grosse colonne verte au milieu. Autrement dit, ça marche. Je vous passe que la première colonne rouge à gauche de la grosse colonne verte, c'est IE11. C'est comme ça. Bon, si je veux être un peu moins méchant avec Microsoft, Edge fait partie de la grosse colonne verte. Edge ça fonctionne très bien. Du coup, si tout est vert, pourquoi tout le monde utilise Babel partout ?
Est-ce qu'on en a encore besoin? Et bien, du coup, moi, je n'ai pas mis Babel, j'ai mis ça dans mon navigateur, Chrome et Firefox. Quand on en a parlé de deux, vous avez bien compris lesquels c'était. Et la réponse, c'est non. Ça marche très bien. J'ai tout utilisé, des classes, des arrow functions, des async functions. Alors, je ne vais pas aller chercher peut-être des trucs qui sont en train d'être validés en ES 2019, mais grosso modo, ça marche. On enlève Babel, ça marche. Grosso modo, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on transpile l'intégralité de notre code pour un éventuel visiteur sur IE11. Et pour personne d'autre. Voilà. Conclusion avec le JavaScript, ça marche. Voilà, j'ai rien à dire, ça marche. Dans vos navigateurs aujourd'hui, Babel ne sert plus à rien. C'est comme ça. Sauf les modules. Alors officiellement, les modules en JavaScript, ça fait partie de la spec ES 2015. Mais ça a été gentiment sorti du tableau Kangax qu'on a vu tout à l'heure, parce que les modules dans le navigateur direct, c'est un sujet un peu à part. Donc, rappel de la théorie, je ne fais vraiment pas plus long, c'est de pouvoir utiliser les exports et les imports dans les fichiers JS, et donc avoir des fichiers JS isolés qui se chargent les uns les autres. Évidemment, moi, quand j'ai voulu faire Vanilla JS 2018, je voulais ça, et je ne voulais certainement pas faire autrement dans mon navigateur. Donc, il existe une norme. Donc, pour une fois, j'ai parlé de la solution avant de la norme, mais bon, passons. Il existe une norme qui est un petit peu un peu documentée, on va dire, qui s'appelle script type égale module, et on peut charger directement un fichier module. Donc, il faut bien qu'on soit bien d'accord, il faut bien que ça soit identifié avant même qu'on charge le fichier. C'est directement dans la balise script qu'on va lui dire « Attention, je vais faire des imports, il va falloir que tu le gères. » La norme, justement. Alors, j'ai cherché dans les normes, et la valeur module pour l'attribut type de la balise script, il n'y a pas beaucoup qui le normalisent. Et au final, le W3C, visiblement, n'a pas encore vraiment pris la peine de le faire. Et donc, c'est l'autre W3C qui le spécifie. Donc, ne me demandez pas de le prononcer, je ne sais pas prononcer ça. Mais donc, rapidement, c'est l'organisme qui fait un peu comme le W3C et qui a un petit peu pour rôle de les secouer quand ils ne vont pas assez vite. Et eux, ils ont spécifié notre script type égale module. Alors, comme d'habitude, on tombe sur l'article Bible sur le sujet de Jake Archibald, qui nous explique pas mal de choses. Et accessoirement, que ça ne va pas forcément être hyper facile, mais on va s'en sortir. Qui c'est qui supporte les modules? Ça va. Alors, j'ai été très embêté en préparant cette conf, et que quand je l'ai commencé, moi j'ai commencé le projet il y a bien 6 mois, grosso modo, 3/4 des technos que j'utilisais n'étaient valables que dans Firefox et Chrome, et Safari et Edge m'ont rattrapé pendant la création du projet. Donc maintenant, ça a l'air fiable. Il y a 6 mois, c'était beaucoup plus rouge. Maintenant, c'est pas mal. On peut commencer à l'utiliser. Donc, je tergiverse pas plus sur comment je l'ai fait. Je l'ai utilisé. J'ai utilisé la doc. J'ai fait type égale module. J'ai fait des modules, des imports comme j'aurais fait dans un projet normal, entre guillemets. Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'en ai trouvé? Bon, alors, c'était relativement frais. Il y a encore très très peu de personnes qui l'utilisent, qui ont le culot d'utiliser des choses pareilles. Une petite bizarrerie, alors je ne sais pas si ça parlera à grand monde, mais tout script qui est chargé sous forme d'un module est considéré comme cross-domaine par le navigateur, qui crée des problèmes de sécurité, des problèmes d'HTTPS, plein de trucs très très rigolos qui m'ont fait beaucoup plaisir à résoudre. Mais je vous passe sur les parties drôles. Et puis les modules, ça marche dans la balise script, mais en fait il y a d'autres cas où c'est pas tout à fait le même truc. Il y a les web workers, il y a les service workers, dans lesquels supporter les scripts dans ces sous-environnements-là n'est pas toujours supporté. Donc par exemple,
des modules dans des web workers Firefox ne marche pas. Je crois que ça a commencé à marcher dans Chrome pendant que je faisais le projet, donc comme quoi c'est frais. Et dans Firefox, c'est sur le point d'arriver, je crois, un truc comme ça. Et puis, on va passer un petit peu au cœur de l'application. Au bout d'un moment, il fallait quand même un petit peu attaquer 2048 pour de bon. Et donc, le cœur de mon truc, c'était les Web Components. Alors, j'ai un peu le même disclaimer que à tout dans l'entrée. Je ne suis pas fanatique du Vanilla.js. Et je ne suis pas non plus naturellement un fan des Web Components. Ce projet était plutôt, même d'une certaine façon, un petit peu mon occasion de m'y frotter et de me faire mon propre ami sur les Web Components. Alors, on parle enfin du W3C. Dans les organismes normalisateurs du web, forcément le W3C c'est le plus important. World Wide Web Consortium, celui qui normalise HTML, le CSS et la plupart de l'API du DOM. Donc, les Web Components, c'est quoi? Donc déjà, les Web Components, ce n'est pas une norme. Il y a 4 normes qui, ensemble, sont considérées comme le package qui font les Web Components. Donc ces 4 normes sont ceux-là. Custom Elements, Shadow DOM, Templates, HTML Import, on va les voir les unes après les autres. Sauf que il y en a une, elle est en sursis, et on verra pourquoi. D'abord, la plus simple, c'est parfois on se demande pourquoi c'est une norme tellement c'est ridicule, mais n'empêche qu'il y en avait besoin. La balise template, la balise qui sert à ne rien faire. C'est-à-dire que quand on met ça, ce qu'il y a dedans, autant le DOM que le style, autant que des scripts et tout, le principe c'est que c'est pas interprété, que c'est pas affiché et que ça sert à rien. En fait, si évidemment ça sert à faire du JavaScript pour récupérer ce morceau de DOM et potentiellement le mettre ailleurs. Mais en tant que tel, la fonctionnalité de la balise template, c'est de ne pas afficher ce qu'il y a dedans. Et c'est à peu près tout la norme, c'est pratique. Bon, ça, comme c'était facile, ils l'ont implémenté, c'était pas dur. Maintenant, on parle du vrai sujet, et le vrai sujet, c'est les custom elements. Donc, mon point de vue depuis que j'ai travaillé sur ce projet, c'est plutôt que les custom elements, c'est vraiment les web components, et c'est limite vraiment le sujet principal. Donc, un gros slide avec un peu de code. Grosso modo, il faut lire la première ligne et la dernière. Les custom elements, c'est de pouvoir dire, je définis une classe, ici hello, j'étends HTML element, cette classe va être le contrôleur de mon composant. Et en dessous, j'espère que vous arrivez tous à voir, j'ai la ligne customelements.define. Donc je définis un nouveau custom element, je lui donne un nom de balise, ici sweep-hello, et je lui passe ma classe qui est mon contrôleur. À partir de là, c'est relativement simple finalement comme API, à partir de là, ma classe hello devient le contrôleur de la balise sweep-hello. Et à chaque fois que dans le navigateur, il y a une balise sweep-hello dans le DOM, il va m'instancier ma classe, mon contrôleur, et ce contrôleur aura pour rôle de piloter cette balise sweep-hello. Donc c'est vraiment la notion de composant, c'est-à-dire j'ai un contrôleur associé à une balise dans le DOM. Donc ça, c'est cool. Allez. Bon, là, ça se gâte. Évidemment, il fallait bien que heureusement que tout n'était pas vert avant que je finisse mon talk, sinon j'aurais vraiment merdé. Donc là, déjà, on voit que Google, il aime bien les Web Components. Ouais, il les aime bien, il les pousse depuis longtemps. Firefox, il les aime bien, mais il traîne un peu le pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut encore un flag pour les activer. Ça marche bien, mais il faut un flag. Il y a une grande nouvelle pour les Web Components depuis peu, ils ont annoncé ça il n'y a pas si longtemps. Ça y est, ils ont décrété qu'ils allaient enlever le flag, ça marchera du premier coup. Ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Edge, non. Sauf que ils ont enfin passé sur leur outil, ils sont enfin passés en under development, donc ça va venir. Je pense que ça sera activé pour peut-être la 18 ou
ou après, mais en tout cas, c'est considéré comme allant arriver quand même. Safari, ils le font à moitié, c'est leur stratégie. Je ne rentre pas dans les détails. Et à vrai dire, je n'ai pas essayé. Le Shadow DOM. Le Shadow DOM, donc encore une fois, c'est une norme à part qui peut trouver sa cohérence avec le reste, mais c'est une norme à part. Donc le Shadow DOM, c'est de pouvoir créer une zone du DOM qu'on appelle donc Shadow, donc une ombre. Et cette zone du DOM, elle est détachée du reste du DOM, et ça a des avantages pratiques. Donc, les avantages de cette zone du DOM détachée, alors, quoi qu'on en dise, elle sert pratiquement toujours à la même chose, à savoir, le CSS ne s'applique pas à l'intérieur du Shadow DOM. Donc, il y a d'autres avantages d'isolation, mais le plus souvent, c'est quand même une histoire de CSS. Et c'est vraiment l'idée de dire que si on associe Shadow DOM avec Custom Elements, on aura la possibilité d'avoir un composant dont le CSS n'est pas impacté par le reste du document, et donc avoir un document dans une page dont le rendu ne sera pas modifié par le reste du document. Mais en vrai, donc, le Shadow DOM, c'est une norme qui n'est pas liée directement au Custom Elements, et on peut attacher un Shadow DOM à n'importe quel élément, à n'importe quel moment. Même support que les Custom Elements, je ne reviens pas sur la question. Et puis après, il y a le cas de l'HTML import. Donc avant d'en dire du mal, à quoi ça sert? C'est un peu le pendant du template version téléchargement de fichiers externes. Donc pouvoir mettre une balise link qui va télécharger un fichier HTML et qui n'en fera rien. Sur le même principe que les templates, le but c'est de télécharger du contenu HTML supplémentaire que le JavaScript pourra consommer s'il le veut ou s'il ne le veut pas. Mozilla l'a implémenté dans Firefox. Je suis retombé sur l'issue sur Firefox, c'était très intéressant. Ils l'ont implémenté, ensuite ils l'ont désactivé, et ensuite ils se sont dit « non, ça ne sert vraiment à rien, on le vire ». Mozilla a fait un article de blog, il date de 2014. Ça me choque toujours quand je le vois, pour dire, avec les JavaScript modules, les templates, etc., franchement, c'est mal gaulé ce truc, ça ne m'intéresse pas, donc on ne le fait pas, on l'abandonne. Voilà. Ce qui est très très étrange, et ce qui m'a beaucoup appris sur un petit peu la politique des grands de ce monde sur l'influence sur les normes, c'est qu'encore aujourd'hui, on va sur webcomponents.org, ils nous disent que les HTML templates, ça fait partie intégrante des web components. Quand Mozilla a dit ouvertement, c'est de la merde. Donc c'est compliqué quand même. On est dans un monde pas net. C'est là où j'avais un petit peu peur de commencer à dire du mal de Google à un GDG, mais je suis à la limite. Par implication, le support d'HTML import, c'est Chrome et Chrome. Voilà. Je défends que le flag sur Can I Use, pour dire que ça marche derrière un flag sur Firefox, est faux. Je l'ai essayé, ça ne marche pas. Passons sur les HTML imports. C'est là que je vous disais ma règle de navigateur minimum. J'ai dû virer les HTML imports pour que ça marche sur Firefox, vu que ça ne marchera jamais. Donc, une fois que j'avais avalé toutes ces nouvelles normes, j'ai pu commencer un petit peu mon document HTML. J'ai commencé la structure d'une application web comme j'aurais fait avec un framework par composant n'importe lequel. J'ai mon container, un composant pour le heading, le haut de la page, et mon composant SweepGame qui est forcément le cœur de mon 2048. Et chacun sont des custom elements, vont déclencher un comportement et ça va bien marcher. Pour définir mes custom elements, j'ai à peu près à chaque fois utilisé cette syntaxe. On peut la critiquer, hein, elle n'est pas absolue, mais c'est à peu près comme ça que j'ai procédé à chaque fois, à savoir un template sous forme de chaîne de caractères,
parce que finalement, c'était beaucoup plus pratique sans HTML import, etc. Donc finalement, je n'ai pas utilisé la balise template. J'ai utilisé un customelements.define, le nom de mon composant, la classe extends_html_element, et j'ai créé à chaque fois un shadow DOM pour chacun de mes composants. À l'intérieur de mon shadow DOM, j'attache le template qui est juste au-dessus, et ça marche. Avec ça, j'ai pratiquement pu faire mon jeu. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement? C'est quand même assez verbeux, les classes, pour le moindre binding, pour le moindre donné dans le composant que je veux afficher dans le template, je suis obligé d'aller faire un query selector, modifier le DOM, faire un ajout attribut, retire attribut, etc. J'ai écrit pas mal de code. Un truc qui m'a étonné aussi, c'est que les web components, on en parle depuis des années, pour le coup littéralement depuis des années, et c'est shippé dans Firefox le mois prochain. C'est pas comme si c'était là depuis des années, quoi. Et voilà, ça j'en ai un petit peu parlé. Il y a beaucoup de politique autour des web components. Google pousse énormément la techno jusqu'à forcer un peu la main aux autres acteurs. Par contre, et ça c'est quand même le truc qui fait plaisir dans le web, le DOM est votre framework. Vous avez vraiment un framework. Vous pouvez enrichir les balises natives de votre DOM. Et ça, c'est ça. Voilà. Et là, on rentre dans la partie du talk où je commence un petit peu à dépasser les bornes. Mais c'est un peu mon style, donc j'assume presque. Donc là, voilà, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu m'arrêter et j'aurais pu avoir mon jeu qui marche. Évidemment, je suis allé plus loin. Alors pour ceux qui me connaissent, j'avais un talk sur Redux il y a quelques temps. Je suis un petit peu un fan du concept. Et accessoirement, la logique de mon jeu 2048, c'était très bien adapté à un système de state management, c'est-à-dire qu'il me donne un état du jeu, je lui donne une action, il me donne le nouvel état du jeu. Donc je me suis dit, j'aimerais bien un state management dans mon application avec des web components parce que quand même c'est cool. Et en plus je sais coder Redux en 10 lignes, donc ça devrait le faire. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un state management? C'est qu'on a nos composants dans l'arbre là, qui est en bas, et puis on crée un nouvel outil qui est ce store, qui va contenir l'état global de notre application. Et c'est une référence unique pour toute l'application. Donc, notre store, c'est notre référence. On peut lui prévenir quand il se passe quelque chose. Et chaque composant peut aller lire dans le store l'état de l'application. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis, pour un 2048, ça s'applique quand même drôlement bien. C'est-à-dire que notre store gère l'état de notre jeu. Et les composants écoutent l'état de ce store pour se mettre à jour. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est relativement facile à coder, je devais bien y arriver. Puis comme je suis un peu joueur et que le but c'est d'utiliser le plus de normes possible, je vais mettre ça dans un thread parce que sinon on va s'ennuyer. Donc un web worker, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les web workers. Les web workers c'est cool parce que c'est vraiment pas trop difficile pour le coup. On fait new web worker pour lancer le thread et ensuite le thread peut nous envoyer des petits messages et nous on peut envoyer des petits messages à notre thread. C'est à peu près aussi simple que ça. Et en plus ça marche vraiment pour le coup. On n'est pas emmerdé. Donc rapidement comment je l'ai implémenté. Donc la première ligne, je lance le thread. Donc dans le thread, je veux la logique de mon application. Je veux que tous les calculs pour savoir quel est le nouvel état soient dans le thread. Et en local, j'ai juste de quoi écouter les modifications de l'état. Donc je fais mon petit constructeur qui, grosso modo, fait un système d'inscription qui reçoit toutes les inscriptions de mes composants et qui, quand il y a une modification, il prévient tout le monde. Côté thread, mon reducer contient l'intégralité de la logique du jeu. Donc là, je vous montre pas la logique du jeu. Vous pourrez aller la voir sur GitHub si ça vous intéresse, mais ce n'est pas le sujet. Et simplement, quand je reçois un message, c'est-à-dire une nouvelle action provenant de l'interface,
je calcule le nouvel état et j'envoie un message au jeu pour dire voilà le nouvel état, tu peux te mettre à jour. Dans mes composants, j'ai simplement plus qu'à souscrire à mon store et ça marche. Conclusion, une énième fois, Redux c'est cool. Voilà. Les web workers c'est cool aussi. Par contre, j'ai sauté un slide. Allez, sois gentil. J'en ai sauté 2, non? Non. Alors, oui, comme je l'avais dit dans le chapitre sur les modules, j'avais pas les modules dans les workers et c'était chiant. Mais bon, ça, si vous regardez les sources, vous le verrez vite. Et calculer les modifications du DOM, c'est pas évident. C'est-à-dire que j'ai un état, j'ai le nouvel état, et là, j'ai pas de framework pour faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que j'ai dû faire ça. Et ça m'a fait cet effet-là. C'est-à-dire que j'ai le nouvel état, il faut que je trouve quelles sont mes tuiles sur mon jeu, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce que je dois changer dans chacune des tuiles pour que ça se passe bien. Et j'ai trouvé cet algo particulièrement pénible. Donc forcément, je suis allé encore plus loin. Je me suis dit, hey, c'est le boulot d'un virtual DOM dans un framework comme React ou Vue. Ça doit être cool. Ça doit être cool un virtual DOM, c'est exactement ce qu'il me faut, mais ça doit être dur quand même. Là même moi j'avais quand même conscience que c'était une connerie. Mais comme je suis irrécupérable, je suis allé sur internet et j'ai regardé si c'était vraiment impossible. Donc je suis tombé sur un article de ce grande référence du JavaScript, si vous ne le connaissez pas, je l'appelle le docteur. Axel Rochemayer, il est vraiment très très bien. Et si on creuse un peu cet article, j'ai découvert qu'on pouvait parser une chaîne HTML avec un parseur natif du navigateur. Et là, je me suis dit, ah, c'est cool, je peux parser en une ligne, je n'ai rien à coder, ça c'est plutôt ce qu'il me faut. Et puis, je suis tombé sur cet article-là. Je ne connais pas du tout le bonhomme, mais il a fait une série de 2 articles vraiment top sur comment réimplémenter un virtual DOM de zéro. Et là, je me suis dit, mince, j'ai la doc, je suis condamné à essayer. Et du coup, j'ai essayé. Donc le parseur, comme je vous l'ai dit, new DOM parser, parser.parse, c'était royal. Ça me donne un DOM à partir de ma chaîne de caractères. Que demander de mieux? Puis après, il y a le VDOM. Alors, je ne vous montre pas le VDOM, il y a quand même, je crois que c'est 100-150 lignes à peu près. Entre guillemets, c'est pas si fou. Je vous ai juste montré la fonction centrale absolue qui fait tout, qui est la fonction récursive qui fait la comparaison entre 2 nœuds. Le nœud actuellement dans le DOM et le nœud que je voudrais dans la prochaine version. Donc grosso modo, la fonction, elle consiste à dire si j'ai pas d'ancien nœud, ça veut dire que toute la branche est nouvelle, donc je le mets dans le DOM bêtement. Si j'ai pas de nouveau nœud et qu'il y avait un nœud, et ben ça veut dire que j'ai juste à dégager la branche du DOM. S'il y a un nœud de 2 côtés, mais qu'ils ne sont pas comparables, c'est-à-dire que ce n'est pas la même balise, par exemple, je replace, c'est-à-dire que je vire l'ancienne, je mets la nouvelle, je ne réfléchis pas plus. Et puis, si c'est rien de tout ça, ça veut dire qu'il y a les 2 nœuds sont présents, qu'ils ont la même balise, et ça veut dire que, grosso modo, il faut que je récurse, c'est-à-dire que j'aille appliquer le VDOM sur tous les enfants. Et grosso modo, c'est ça, un VDOM, c'est juste une fonction récursive qui compare 2 nœuds et qui le fait à tous les enfants quand ça match. Et j'ai réussi, j'ai fait un VDOM, ça c'était cool. Et du coup, mon code s'est transformé en ça. Ça, c'est mes tuiles. Le code que vous avez vu tout à l'heure a été entièrement transformé en ça. Bon, plus le VDOM à côté, évidemment. Où j'ai mon template dans lequel je mets toutes mes tuiles avec leur état actuel et je lui dis render, démerde-toi, et il le fait. Conclusion, un virtual DOM c'est possible et c'est marrant. Le parseur natif du navigateur est une jolie découverte et c'est le moment de faire une démo. Bon, elle n'est pas hyper ambitieuse ma démo. C'est juste pour vous montrer que je joue à 2048.
Alors si vous ne me croyez pas, je joue avec 2048. Ah oui, je plante mon serveur une fois de temps en temps, ça arrive. Je vous avais dit que c'est pas à mettre en production. Je vois mon mini Redux dans les logs. Et si on va inspecter, on voit des Shadow DOM de partout et mes composants. C'est évidemment beaucoup trop petit pour que vous voyez, mais vous me croirez sur parole, non? Non, il veut vraiment pas? T'es pas sympa. Tu vas prendre le focus, s'il te plaît. Bon, je n'y arrive pas, vous me croirez sur parole. Et toi, tu redeviens en taille normale, merci. J'ai pas tout à fait fini, même si je suis en retard. Attention. Quand je dis que je vais trop loin. Et du coup, après ce projet, j'étais obligé de faire un framework qui utilisait les web components, et je l'ai appelé Compo. C'est pas le truc qui va révolutionner, enfin je sais pas, peut-être, qui va révolutionner. J'ai 40 stars, donc c'est pas le truc voilà, hyper hype. Mais n'empêche, j'ai fait un framework web, et ça c'est cool. Grosso modo, ça utilise tout ce que vous avez vu, et par-dessus, comme j'aime, parce que j'ai fait un peu trop de fonctionnel et de React dans ma vie, j'ai mis une API complètement par composition de fonctions, et ça marche drôlement bien, et j'ai fait mon 2048 avec Compo, et ça marche. J'ai fait une application avec un framework que j'ai codé moi-même, et ça n'a pas de prix. Alors, conclusion de toute la démarche, je me suis bien amusé, j'espère que je vous ai appris un petit peu quelque chose. Ça pète dans les doigts quand même de temps en temps, il ne faut pas se leurrer. Et pour ceux qui pensent que la différence entre navigateurs ont arrêté d'exister, je peux vous assurer que je suis allé les voir, je suis allé voir au bout du truc, et ils sont toujours là, ils sont juste plus dans nos pattes tous les jours, mais ils sont juste un peu plus loin et on peut encore les trouver. Petite ouverture, il y a encore plein de choses à voir. Évidemment, je ne vous dis pas que les web components, exactement comme je les ai implémentés, c'est le futur, c'est la version d'aujourd'hui du futur en quelque sorte. Et on a encore plein de choses à faire en web. Ça, c'est l'URL, mais évidemment, je la tweeterai et tout ce que vous voulez. Donc le but, c'est, si vous êtes intéressé, d'aller voir le détail des sources. Merci à tous les photographes d'Unsplash. Je n'ai pas triché, c'est des lib23 et ça, c'est leur nom. Merci à vous. Et maintenant, c'est bon.